Bonjour à tous et à toutes, et merci de ces mots d'accueil, merci de m'accueillir effectivement pour, disons, un peu plus largement que le cœur de mon exposé. Donc j'ai essayé de ne pas être trop long. J'ai compris qu'il y a des questions, Bernard, hein. Il y a des questions, donc il ne faut pas que je sois trop long. Hein, on est d'accord. Donc, bon, effectivement, le constat, je crois que ça va faire, c'est le noyau dur de mon intervention formelle. Voilà, et puis on m'a aussi invité à aborder quelques autres points. Je le ferai assez rapidement, mais ça permet, je crois, de lancer la discussion. Je sais que je suis, disons, vous êtes tous évidemment dans cette communauté bien au fait des problèmes environnementaux, que ce soit celui lié au trou d'ozone, mais aussi celui lié au réchauffement climatique et de leurs interactions d'ailleurs. Voilà, donc je vais centrer bien sûr sur le réchauffement climatique. Alors, dire que c'est une réalité, hein, donc une réalité disons dans l'atmosphère, en tout cas. Les 6 dernières années étaient les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans. 2021 sera de nouveau une année chaude, hein, probablement la 7e, pas la plus chaude, mais par exemple, le mois de juillet 2021 était le plus chaud que nous ayons connu sur cette planète depuis 150 ans. Donc, ce que nous faisons, alors j'aurais pu ajouter les chlorofluorocarbures ou d'autres composés, mais disons, c'est vrai que nous mettons l'accent pour ce qui concerne l'effet de serre sur ces 3 composés. Alors, le premier gaz à effet de serre, c'est bien sûr la vapeur d'eau, hein, mais nous n'en modifions pas directement la quantité dans l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas pour le dioxyde de carbone, bien sûr le méthane, le protoxyde d'azote et toute une série d'autres composés. Hein. Donc, à partir du moment, vous le savez très bien, disons, une molécule gazeuse à plus de 2 atomes, ça vibre et ça fait effet de serre, grosso modo, de façon assez simple. Donc, les concentrations continuent d'augmenter. Hein, les émissions continuent également d'augmenter. Disons, rappeler nos émissions pour 2019. Hein, on en est à 37 milliards de tonnes de CO2 liées aux combustibles fossiles, 5 à 6 milliards pour la déforestation, hein, 2 milliards pour la fabrication du ciment. On arrive à 45 milliards. On y ajoute à peu près une douzaine de milliards pour les autres gaz à effet de serre, hein, méthane, protoxyde d'azote et tous les autres gaz à effet de serre. On arrive à 57 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2019, un peu moins en 2020, vous le savez. Disons, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces aspects en 1970, vous voyez. Et les émissions ont plus que doublé sur ces 50 dernières années. Ce qui est important, c'est que, disons, comment ça se traduit. Donc, voilà, dire que tout cela, c'est bien documenté en termes de secteur d'activité, d'origine. Nous avons ici le CITEPA en France, par exemple. C'est très bien. Moi, disons, ma référence, c'est toujours les tableaux du CITEPA. Hein, voilà, donc, c'est clair que c'est bien documenté. Disons que le point important aussi, donc, et ça se traduit de façon très claire, cette augmentation de l'effet de serre, par une augmentation de l'énergie disponible pour assurer, je dirais, l'équilibre thermodynamique des principales composantes, des composantes du système climatique. Alors en fait, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Hein, donc voilà. Et ce qui est important, c'est que de ces 1% supplémentaires, on n'en utilise qu'1% dans l'atmosphère. Alors c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans l'atmosphère, mais 93% vont dans l'océan. Et donc c'est là qu'il faut aller voir la réalité du réchauffement climatique. Et elle est très claire. Hein. L'élévation du niveau de la mer, 1 à 2 mm au XXe siècle, 3 à 4 mm par an sur les 15 dernières années. Donc ça, ce sont des chiffres du dernier rapport du GIEC. Donc, et voilà. Et donc ça, donc, grosso modo, un tiers lié à disons, au réchauffement de l'océan qui se dilate et l'essentiel du reste à la fonte des glaces, hein, les glaciers continentaux, et depuis une trentaine d'années maintenant, le Groenland et l'Antarctique. Voilà, donc tout cela est bien documenté et en fait, nous avons à travers l'élévation du niveau de la mer une double indication du réchauffement climatique, hein, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Ce qu'on peut dire actuellement, 2 choses. D'abord que les conditions climatiques qu'on a aujourd'hui sont celles que notre communauté avait anticipées il y a une trentaine d'années. Ça, c'est très important. Donc, aussi bien en termes par exemple, d'accélération de l'élévation du niveau de la mer que de rythme de réchauffement, que de cette perception d'événements extrêmes de plus en plus intenses ou de plus en plus fréquents. Donc,
ça doit quand même nous inviter et je sais que vous le faites, ce n'est pas le problème, ça doit nous inviter vraiment à, disons, accorder de la crédibilité aux projections de cette même communauté, qui ne s'est pas trompée, je dirais presque malheureusement, disons, à horizon des 30 prochaines années et au-delà. Donc je vais vous en parler, mais d'abord sur le passé récent. Donc le constat actuellement, alors les points forts, pour moi, il y a 3 ou 4 points forts dans le nouveau rapport du GIEC. Donc j'étais vice-président du groupe scientifique de ce groupe qui a, pendant une quinzaine d'années, j'ai participé à 4 rapports du GIEC. Voilà, donc, mais maintenant, disons que disons, Valérie Masson-Delmotte, ma collègue, est extrêmement active. Voilà, donc première conclusion, c'est très important, c'est sur l'attribution. Disons, notre communauté, nous attribuons de façon certaine le réchauffement aux activités humaines. Et plus qu'une attribution, c'est une attribution, on voit bien qu'en fait, l'ensemble du réchauffement peut être attribué à nos activités. Vous le voyez, 1,09, 1,07 degrés, ce n'est pas le hasard. Voilà. Donc, cette attribution, elle se fait, l'intérêt, c'est qu'elle se fait non seulement sur, donc c'était un progrès, bien sûr, très fort, elle se fait non seulement sur les températures moyennes, mais sur l'élévation du niveau de la mer et, par exemple, sur les extrêmes climatiques. Donc, vous voyez, ce sont des régions où les extrêmes climatiques sont déjà modifiés. Donc là, ce sont les canicules. Vous voyez pratiquement les régions en rose-rouge, là. Ce sont les régions où les extrêmes climatiques, disons, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes ou plus intenses. C'est pratiquement vrai pour toutes disons, pour tout l'ensemble de la planète, hein, sauf quelques régions où il n'y a peut-être pas assez de données d'ailleurs. Donc, et vous voyez les 3 étoiles, c'est quand il y a, disons, le niveau, c'est un niveau de confiance élevé. Bah, c'est le cas pour les régions qui nous concernent, hein, le pourtour méditerranéen, l'Europe de l'Ouest, hein, WCE, vous le voyez, pratiquement pour toutes les régions, les canicules deviennent plus intenses et on attribue cette intensification des canicules, ou disons plus fréquentes, aux activités humaines avec un niveau de confiance élevé. D'autres extrêmes climatiques, disons, c'est moins clair l'attribution, mais par exemple, là on parle dans ce cas-là des sécheresses. Alors voilà, donc là où c'est dans les régions en jaune, c'est où les sécheresses augmentent, hein, disons, deviennent plus intenses, plus fréquentes. Et vous voyez, là, disons, pour le pourtour méditerranéen, il n'y a que 2 étoiles, hein, donc, mais voilà, donc c'est un niveau de confiance moyen, ou même pour l'Europe de l'Ouest, un niveau de confiance faible, dans l'attribution, pas dans l'évolution, dans l'attribution de cette caractéristique aux activités humaines. Mais vous voyez, on a vraiment progressé pour ce qui concerne disons, l'attribution, c'est vraiment un point fort de ce 6e rapport du GIEC. Nous sommes certains, disons, que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines. Voilà, donc, disons que nous disent les scénarios, hein, que nous disent les scientifiques. Donc, bien sûr, pour se projeter dans le futur, on travaille avec des scénarios donc, qui varient d'un rapport du GIEC à l'autre, mais disons, on retrouve pratiquement les mêmes. Par exemple, donc, je vais vous parler un peu plus du scénario émetteur dans un premier temps, scénario 8.5. Un premier point qui est intéressant, enfin qui est important, c'est que, contrairement à ce qui s'est dit souvent, c'est que le scénario 8.5 du 6e rapport du GIEC et le 8.5 du 5e rapport du GIEC, le réchauffement moyen sur les 20 dernières années, hein, donc, est le même. Hein, vous voyez, 4,3 degrés, 4,4. Hein, donc le réchauffement moyen, est, pour un scénario donné, est pratiquement le même dans le 6e que dans les rapports précédents. Il y a une remarquable continuité. C'est vrai aussi pour le scénario peu émetteur. Hein, pour le scénario intermédiaire, vous voyez 2,4, 2,7. Pour le scénario que je qualifierais 2 degrés, 1,6, 1,8. Donc, mais ceci étant, il y a quand même beaucoup de progrès. Alors vous allez dire à quoi ça sert. Donc 2 choses intéressantes. D'abord, disons, les incertitudes sont moins importantes. Hein. La plage d'incertitude a diminué pratiquement de 50%. Hein, donc c'est important. Et ensuite, il y a beaucoup plus de détails. Hein, c'est ça qui est important, de détails régionaux dans les projections. Et ça se traduit par la mise à disposition d'un atlas que chacun peut aller voir. C'est-à-dire chacun, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, disons, tel scénario en France à la fin du siècle ou dans un autre pays qui vous intéresse. Quelles seront les modifications des précipitations, des températures, voilà. Donc tout cela, c'est très bien documenté. Donc beaucoup de progrès quand même entre le 6e et le 5e rapport du GIEC. Donc voilà un monde. Attendez, je vais mettre ma montre parce que
Donc, oui, pendant ce temps-là, vous avez regardé ce vers quoi nous allons. Alors, vous voyez, donc, c'est pas très réjouissant, un monde à plus 4 degrés. J'espère qu'on l'évitera. On en reparlera. Voilà, évidemment, surtout que, bien sûr, les réchauffements sont plus importants sur les continents que sur les océans et encore plus importants dans le Grand Nord. Un point aussi intéressant de ce rapport, hein, j'ai mis quelques points en exergue, c'est, disons, l'élévation du niveau de la mer. Disons, cette inertie dont on parle est bien mise en évidence dans ce 6e rapport. Alors, quand je parle... Donc, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de passer un peu de temps. Donc, disons, le rectangle bleu, c'est le prochain siècle. Hein. Donc, on retrouve à la fin du siècle, pour le scénario émetteur, hein, donc ça, on parlera du scénario peu émetteur après. Voilà, pour le scénario émetteur, on pourrait aller jusqu'à 1 mètre. Hein, vous avez l'échelle à gauche, vous voyez. Mais un point intéressant par rapport au précédent rapport du GIEC, c'est que dans le précédent rapport du GIEC, on excluait, on ne voulait pas, en disant, on n'accordait pas de crédibilité à certaines simulations, disons, qui montraient qu'il y avait un risque à cause de déstabilisation de parties de la calotte polaire, il y avait des risques disons, d'élévation de la mer, niveau d'élévation plus élevé, voire entre 1,50 m et 2 mètres. Et dans le 6e rapport du GIEC, disons, on n'exclut pas, ça ne veut pas dire qu'on prévoit du tout, hein, on n'exclut pas ce risque d'une certaine instabilité, vous voyez, Achite instabilité, et dans ce cas-là, on n'exclut pas des valeurs qui pourraient aller jusqu'à 1,50 m dans le cas d'un scénario émetteur. Ensuite, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder le long terme. Le problème du réchauffement, de l'élévation du niveau de la mer, c'est le long terme. Donc, vous voyez, vous avez 2 autres échelles de temps jusqu'en, disons, les 3 prochains siècles, hein, jusqu'en 2300. Donc, le scénario peu émetteur, donc, on va entre 1 et 3 mètres. Et puis, le scénario émetteur, eh bien, SS 8.5, vous voyez, on pourrait aller entre 2 mètres et 7 mètres en 2300, hein, donc dans le cas d'un scénario émetteur. Et jusqu'à 15 mètres ne peut pas être exclu, hein, vous voyez. Et ensuite, sur 2000 ans, eh bien, disons que c'est là où on voit l'intérêt de limiter le réchauffement climatique. Hein, donc, on aurait vraiment des risques avec des réchauffements qui seraient dans ce cas-là importants, si on laisse ce réchauffement bien sûr, de 10 à 20 mètres d'élévation du niveau de la mer, fonte du Groenland, fonte d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Alors, fonte du parti de l'Antarctique. Vous allez me dire que vous parlez de ce qui se passera dans 500 ans ou au prochain millénaire n'est pas très intéressant. Ça l'est quand même, hein, parce que c'est maintenant que nous allons en décider. Donc, ce sont vraiment les prochaines décennies qui vont décider de l'élévation du niveau de la mer dans 200, 300 ans. Et quand même, quand on regarde les richesses patrimoniales, hein, des régions côtières, eh bien, ça nous interroge quand même. Pour moi, c'est très important. C'est une des raisons peut-être premières pour tout faire pour limiter le réchauffement climatique à, disons, en dessous de 2 degrés, de façon à ce que vraiment l'élévation du niveau de la mer à long terme soit limitée. C'est important. Voilà. Alors, disons, on parlera peut-être après des prochains rapports du GIEC très rapidement, dans la table ronde. Donc, le rapport du GIEC, le groupe 2, ça sera en février, le groupe 3 en mars. Et donc on n'a pas vraiment... donc, sur les conséquences, disons que... mais ça, dans la mesure où le scénario émetteur, par exemple, est à peu près équivalent, au moins en valeur moyenne, au scénario émetteur précédent, c'est intéressant de regarder ce que nous disait le 5e rapport du GIEC sur les conséquences. Voilà, bon, tous ces problèmes dont on a beaucoup discuté, l'acidification de l'océan, les récifs coralliens pratiquement, disons, dans ce cas-là, l'océan serait 2 fois plus acide à la fin du siècle qu'il n'était au début du XXe siècle. Tous les récifs coralliens seraient affectés, d'ailleurs dès au-delà de 2 degrés. Les extrêmes climatiques de plus en plus intenses et de plus en plus, disons, fréquents. Des phénomènes irréversibles. Bon, j'ai parlé du niveau de la mer, voilà, donc des gels du permafrost, et des conséquences aussi sur les écosystèmes, la biodiversité, tous les problèmes de pollution également, de santé et d'environnement, mais aussi sur les populations. Voilà, donc avec des risques, par exemple, de difficultés d'accès à l'eau, j'en reparlerai rapidement. C'est tout disons, ce que l'on voit déjà, c'est sécheresse à répétition, disons ces régions où
disons, il y a moins de précipitations, mais aussi plus d'évaporation. Le pourtour méditerranéen, par exemple, ça s'amplifiera, c'est clair. Voilà, et donc, disons, l'insécurité alimentaire de ces régions peut évidemment être à l'origine de, disons, de migration. Voilà, la sécurité au sens sécuritaire du terme. On commence, disons, à parler de façon larvée de guerre de l'eau, mais il y aura dans certaines régions, disons, un peu plus certainement plus de compétition pour l'accès à l'eau. Et globalement, quand on regarde l'ensemble de ces conséquences, eh bien, c'est le risque d'accroissement des inégalités. C'est très important, y compris dans des pays comme les nôtres. Non pas simplement entre pays pauvres et pays riches, ce qui est ce dont nous sommes tous conscients, mais dans un pays comme le nôtre, c'est tout problème de justice climatique. Eh bien, ce sont les couches, disons, les moins aisées de la population qui sont les plus vulnérables par rapport disons, aux conséquences du réchauffement climatique. Voilà. Peut-être quelque chose que vous êtes familier, évidemment. Disons, prenons quelqu'un comme moi qui vit à Paris normalement. Disons, il y a une canicule à Paris. Eh bien, on a la chance d'avoir... disons que je suis né en Bretagne. On a toujours une maison familiale, enfin, disons, en Bretagne. Et donc, voilà, disons, on évite les canicules parisiennes qui ne sont pas forcément très agréables en partant en Bretagne, mais tout le monde ne peut pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent tout simplement pas quitter et généralement qui n'ont pas du tout des habitats, disons, prévus pour le confort d'été. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc ce type d'inégalité est bien là. Voilà, donc, disons que quelques conséquences sur l'Europe, très rapidement. Voilà, actuellement, 2 Européens sur 3, non, un Européen sur 20 fait face à un extrême climatique chaque année, en moyenne. Donc, et là, ce serait plutôt 2 Européens sur 3 dans la deuxième partie de ce siècle, en cas de réchauffement important, donc au-delà de 3 degrés, voilà. Et puis, le nombre de victimes pourrait être multiplié par 30 ou 40, 99% de ces victimes étant liées aux canicules. Donc, bien sûr, j'ai mentionné la répartition des précipitations, cette caractéristique d'augmentation des précipitations sur la partie nord de l'Europe, de diminution des précipitations sur le pourtour méditerranéen, surtout l'été. Voilà, donc ça affecte les ressources en eau, bien sûr l'agriculture, mais le problème c'est qu'il y a aussi plus d'évaporation. Donc vraiment, et bien sûr les risques de feux de forêt. Donc on voit bien cette conjonction qui est de plus en plus fréquente entre sécheresse et vagues de chaleur. Eh bien, évidemment, c'est un facteur très favorable à l'extension des feux de forêt. Donc ça, on l'a vécu tout au cours de l'été dernier. Un point intéressant qui illustre disons, ce problème de l'évaporation, c'est que même dans des régions, par exemple dans le nord de la France, disons, globalement, on aura plus de précipitations. Comme la température de l'océan augmente, il y a plus d'évaporation, donc globalement plus de précipitations. Mais le réchauffement climatique a le mauvais goût, c'est un peu ce que j'ai montré, de les augmenter là où il y en a déjà assez, de les diminuer là où il y en a moins. Et l'évaporation s'ajoute. Donc, par exemple, quand on regarde des régions comme le nord la partie nord de la France, les précipitations, en fait, elles vont diminuer l'été et en tout cas augmenter l'hiver et plutôt diminuer l'été, mais globalement, elles vont plutôt augmenter. Et bien même dans ces régions, en moyenne annuelle, elles augmentent. Et bien le débit des fleuves et des rivières risque, c'est vrai pour le bassin Seine-Normandie, risque de diminuer de 10, 20, 30, 40%. Donc tout simplement parce qu'un degré de plus, eh bien, bon, sur surface libre en tout cas, c'est 7% d'évaporation en plus. Donc voilà. Donc j'arrête sur les conséquences et je pense que vous me suivrez disons dans ce constat que ne rien faire, c'est-à-dire ces scénarios émetteurs, disons, n'est pas une solution. Alors, ne rien faire n'est pas une solution, et ça on le sait depuis le début, puisque, disons, dès le 90, premier rapport du GIEC, 92, la Convention climat, avec cet objectif central de prendre des mesures pour limiter l'effet de serre de façon à ce que stabiliser le climat, mais sans objectifs chiffrés. En fait, les objectifs chiffrés sont rentrés disons, ils ont été évoqués à Copenhague et ils sont devenus, disons, je dirais formellement, ils ont été formellement inclus dans la Convention climat, donc au moment de l'accord de Paris,
avec cet objectif de mesure qui, disons, limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, voire, si possible, en deçà d'1,5 degré par rapport au point industriel, sachant qu'on a déjà pris, vous l'avez vu, un peu plus, enfin, autour de 1 degré par rapport au point industriel. Donc, j'adhère complètement à ces objectifs, tout simplement parce que c'est l'idée du législateur, c'est simplement finalement que le climat de la deuxième partie de ce siècle, disons que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique qui est inéluctable dans la deuxième partie de ce siècle et au-delà. Et donc, le limiter à 2 degrés, voire 1,5 degré, et d'ailleurs 1,5 degré, c'est mieux que 2 degrés, est effectivement quelque chose, un objectif auquel j'adhère, auquel je pense nous adhérons collectivement, y compris les décideurs politiques. Le problème, c'est qu'ils y adhèrent, c'est que nous y adhérons, parce qu'on est concernés tous, nous y adhérons dans les textes, nous n'y adhérons pas dans la réalité. C'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, disons, des scénarios. Alors, il y a 2 scénarios. Maintenant, je vais plus vous parler des scénarios, disons, bas carbone. Il y en a 2. En gros, le scénario 2.6, c'est un scénario 2 degrés. Le scénario 1.9, c'est un scénario 1,5 degré. Donc, vous voyez, le scénario 1,5 degré, on en parle, hein, bien sûr. C'est compatible, enfin, disons, une condition quasiment nécessaire, c'est d'atteindre neutralité carbone à horizon 2050. Et une émission aussi, donc vraiment zéro carbone, hein, zéro CO2, et une diminution des émissions des autres gaz à effet de serre. Hein, c'est important, c'est ça la neutralité carbone, enfin en tout cas, disons, ce qui est compatible avec 1,5 degré. Hein, donc c'est derrière ça, c'est bien ça qui est en jeu. Hein, c'est important. Voilà. Alors, bon, vous me direz, bon, 1,5 degré, est-ce que ça compte? Oui. Hein, c'est ça qui est là aussi. 1,5 degré, ça compte, vous voyez, donc c'est le rapport 1.5. Le rapport 1.5, eh bien, disons 2 degrés par rapport à 1,5 degré, c'est plus d'événements extrêmes, plus de pertes de biodiversité. Par exemple, les récifs coralliens seraient tous affectés au-delà de 2 degrés, une productivité agricole et halieutique diminuée et un niveau de la mer plus important. Donc, la conclusion, hein, c'est que chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque décision compte. Alors, où en sommes-nous actuellement? Eh bien, en gros, pour respecter 1,5 degré, je parle de l'échelle planétaire, il faudrait diminuer de 7% nos émissions chaque année. Hein. Donc, bon, voilà. Et puis, pour 2 degrés, il faudrait vraiment diminuer de plutôt de 3%. Alors, où en sommes-nous actuellement? Alors, où en sommes-nous actuellement? Disons, l'accord de Paris, il y a des objectifs, il y a aussi des engagements. Les engagements ne sont pas à la hauteur puisque, disons, ils nous mettent sur une trajectoire supérieure à 3 degrés. Dans le meilleur des cas, hein, c'est en faisant des engagements, c'est sur la période 2020-2030. Donc, après 2030, on fait des hypothèses, et on fait des hypothèses qui peuvent être optimistes par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Disons qu'on va entre 3 et 3,5 degrés. Il faudrait multiplier par 5 les engagements sur cette période pour se mettre sur une trajectoire compatible avec 1,5 degré, par 3 pour 2 degrés. Alors, évidemment, on reviendra peut-être sur la COP26. Donc, l'idée, c'est de remonter l'ambition des engagements. C'est fait, mais il ne faut pas échapper. Quand on est au Guterres, il y a maintenant 2 semaines, a dit clairement qu'on était loin du compte. En gros, disons, en gardant les mêmes hypothèses pour l'après 2030 ou quelque chose d'optimiste peut-être, eh bien, on est quand même un peu en dessous de 3 degrés cette fois plutôt que, disons que les nouveaux engagements, il ne faut surtout pas, disons, dire qu'il n'y a rien, parce que les nouveaux engagements nous font aussi gagner 1,5 degré. Quand on dit qu'1,5 degré compte, c'est dans chaque sens. Mais on est loin du compte, c'est 3 degrés, vous voyez, c'est plutôt trop par rapport à, disons, bien sûr, ce qu'on espère. Alors, ce qui est important, c'est que cet objectif neutralité carbone, j'y reviendrai, en 2050, est adopté actuellement sous différentes formes par 130 pays. Voilà, je crois que j'y reviens après. Le problème, c'est que nous n'en prenons pas le chemin puisque les émissions sont reparties à la hausse. Alors, y croire, oui, donc voilà les dernières projections sur la dernière partie. Y croire,
bon, moi, j'aime bien y croire, c'est clair. Des fois, on me le reproche. Non, pas du tout. Je vois bien la difficulté d'1,5 degré, même de 2 degrés, mais je pense qu'on ne peut pas accepter, disons, l'idée d'un monde à plus 4, plus 5 degrés. Donc, c'est sournois, le réchauffement climatique. Il y a ce décalage entre les causes du réchauffement climatique et les principales conséquences. Il a fallu que les événements extrêmes soient là devant nous pour que les gens prennent conscience de la réalité. Personne n'a cru, presque personne n'a cru, disons, les projections des scientifiques du premier rapport, du deuxième rapport, qui étaient vraiment celles, je le redis, hein, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ne dites pas, surtout, disons, ce qui est devant ce qu'on a là, c'est pas ce qui va se produire. C'est ce qui se produira si on continue à mettre des gaz à effet de serre. Hein, il faut quand même bien en être convaincu. Il y a des incertitudes, d'ailleurs, qui sont bien mises en avant dans le rapport, si vous prenez le temps de le lire, ce que je vous invite à faire. Voilà. Donc, bon, quelques autres points que je vais évoquer rapidement, hein, pour laisser un quart d'heure pour les questions. Donc, disons que cette transition, nous sommes dans un monde donc, où la neutralité carbone est affichée dans 130 pays, y compris dans le nôtre. Hein, donc, bien sûr, c'est dans la loi. Hein, donc, pour la France, c'est une division par 6. Hein, donc, on reviendra peut-être dans la conclusion, dans les discussions. Alors, on m'a demandé d'évoquer quelques points que je vais faire assez rapidement. Voilà, la transition et la transformation de notre modèle économique. Oui, quand même, je pense que c'est intéressant, hein, donc, de reprendre les chiffres et pour moi quelques mots-clés. Donc, on comprend quand même que la mobilité, disons l'habitat et l'urbanisme, l'agriculture, alimentation, c'est quand même près disons, les 2 tiers de nos émissions. Hein, donc, on voit bien que ça, c'est notre vie de tous les jours. Voilà, l'industrie, l'énergie, les déchets. Donc, il y a cette classification, hein, qui est celle communément adaptée, hein, qu'on retrouve, par exemple, dans tous les documents du CITEPA. Ce sont, je crois, les chiffres pour 2019, hein, tirés du Haut Conseil, du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Donc, les points que j'aime souligner dans le modèle économique, donc, c'est que, bien sûr, l'État a un rôle. Hein, donc, on a toute cette succession de lois. Donc, la dernière, c'est la loi climat-résilience, disons, qui théoriquement devait se baser, qui aurait dû se construire autour des propositions de la Convention citoyenne, mais ça n'a pas vraiment été le cas, hein, soyons clairs. Voilà. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Maintenant, quand la réalité de tous les jours, dans une économie comme la nôtre, eh bien, c'est que beaucoup de choses, c'est quand même, l'échelle régionale est importante. Hein. Donc, aussi bien au niveau, par exemple, quand on parle de décisions transport ou bien habitat, urbanisme, eh bien, ces décisions, ce sont vraiment des décisions plus au niveau des régions, ou y compris des élus locaux et régionaux pour ce qui concerne l'adaptation, par exemple, le réchauffement climatique. Les solutions aussi ont souvent un caractère régional. Donc, l'importance de l'échelle régionale est bien là. On ne peut pas. Voilà. Donc, c'est un modèle économique, je pense, où il faudrait peut-être que disons, c'est peut-être ce qui se met en place, mais probablement pas assez non plus, qu'il y ait plus d'autonomie, disons, aussi bien d'ailleurs au niveau de la production énergétique, on pourra en parler. Alors évidemment, les mots-clés de cette transition, c'est évidemment le mix énergétique. Donc, sur le mix énergétique, donc, il y a évidemment beaucoup de discussions, hein, entre le débat, en France en particulier, il y a un débat entre nucléaire et renouvelable. Simplement pour souligner quand même, rappeler que l'électricité, ce n'est que, disons, 30% de l'énergie en France, dans le monde. Hein, disons, beaucoup de gens oublient en France que notre première source d'énergie reste, et de loin, les combustibles fossiles. Donc ça, on l'oublie vraiment de façon... voilà. Donc le mix énergétique est évidemment sujet à discussion, avec un retard très clair chez nous dans la mise en place des énergies renouvelables. Donc c'est bien aussi d'avoir des lois. Moi, j'ai été, au titre du CESE, rapporteur de la loi 2015. Nous avons dit qu'elle était équilibrée, mais il faudrait peut-être aussi être en mesure de suivre les objectifs de cette loi. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire sur le renouvelable, dont je rappelle les objectifs, 23% en 2020, 32% en 2030. Donc peut-être même un peu plus, on verra bien. Donc, bon, les mots-clés, efficacité énergétique, hein, on oublie aussi dans la loi, et ça joue sur les aspects économiques, je le pense franchement, que bien, un des objectifs de cette loi, c'est de diviser par 2
notre consommation énergétique à horizon 2050, hein, disons, par rapport à 2015, je crois. Donc la sobriété, de façon intéressante, elle est citée donc, dans la stratégie nationale, je vais le redire. Bah, la sobriété, l'efficacité, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien. Disons, la sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait, hein, se poser des questions. Disons, voilà. La solidarité, c'est clair que c'est un mot-clé pour la lutte contre le réchauffement climatique. Disons, ce problème d'inégalité est vraiment complètement inscrit dans ce que nous vivons actuellement. Il faut bien voir, c'est assez terrible, hein, mais c'est le cas. Donc si on n'a pas de solidarité, si chacun ne regarde pas, si disons, État, voilà, disons, bien sûr. Alors je crois aussi aux investissements, hein, c'est très important. Je suis avant tout chercheur et je crois à la recherche, à l'innovation, hein, de façon très forte. Mais il faut bien comprendre que la recherche, l'innovation dans ce domaine, si on se fixe, et c'est ce qu'on a fait en France quand même, neutralité carbone en 2050, n'a de sens que si ces innovations, et on y viendra, ce n'est pas le cas, hein, sont évaluées par rapport à leur caractère, leur possibilité d'être neutre en carbone en 2050. C'est-à-dire qu'il faudrait écarter tout investissement qui, en 2050, sera encore opérationnel et qui serait émetteur de gaz à effet de serre. Il faut le faire aujourd'hui. Hein, on le comprend bien, ce n'est pas ce qu'on fait. Hein, c'est très clair. Hein, ça, c'est important. Donc, je suis pour. Alors, c'est intéressant aussi de donner un chiffre. Hein. En France, disons actuellement, bon, ça dépend des évaluations, on met à peu près entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année pour. Disons, on peut inscrire 60 à 80 milliards d'euros de chaque année, disons, sur les thèmes lutte contre le réchauffement climatique ou adaptation. En fait, les estimations, bon, là aussi varient, hein, mais bon, ce serait, disons, déjà, si on mettait 20 milliards d'euros supplémentaires, 1% du PIB supplémentaire, disons, vraiment sur la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation, ce devrait être suffisant pour que la France, disons, suive sa feuille de route en termes d'investissement. Alors 20 milliards d'euros, c'est pas rien, mais je rappelle quand même que 20 milliards d'euros, c'est à peu près ce qu'on a mis sur la table tous les 15 jours pour faire face à la crise liée à, disons, et de façon tout à fait justifiée, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut bien avoir notion des chiffres. Hein. Disons, ce qu'il faudrait mettre sur la table pour être en mesure de franchir simplement de respecter la loi, c'est ce qu'on a mis tous les 15 jours à peu près en moyenne. Hein. Donc ça dépend des périodes, mais pour lutter contre, disons, pour faire face à la crise économique liée à la pandémie. Il fallait le faire, hein, c'est pas du tout, mais c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, je pense. Voilà, bon, l'éducation, hein, c'est très important. Bon, c'est vrai que là aussi, ma principale activité actuellement, c'est de présider un groupe de travail sur ils ont enseigné la transition énergétique dans l'enseignement supérieur. Donc, je préside auprès de Frédéric Vidal. Voilà, je me suis aussi occupé, Didier était là, on en parlera peut-être plus, d'un groupe de travail d'évaluation, enfin d'un comité d'évaluation de la contribution française à l'accord de Montréal et de Kigali. Voilà, donc, mais l'éducation, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà les mots-clés. Alors, c'est intéressant de voir comment viser la neutralité carbone et d'aller voir sur le ministère. Alors comment donc notre ministère, disons effectivement, attache, disons, à non seulement bien sûr pousser. Hein, je crois que Nicolas Hulot a été pour beaucoup dans cette neutralité carbone à horizon 2050, voilà, qui était dans la précédente loi. Voilà, et effectivement, il y a une stratégie nationale bas carbone, hein, disons, vous pouvez aller voir sur le site de la. Disons, ces documents viennent directement du site, qui vous montre en France comment on peut envisager une neutralité carbone à horizon 2050. Donc voilà, zéro énergie fossile à horizon 2050. Hein, c'est donc, voilà, des choses avec lesquelles vous êtes familier. Donc on retrouve, c'est intéressant, hein, donc l'efficacité énergétique et la sobriété. Hein, j'avais pas triché, j'ai regardé après ce que le ministère disait, mais c'est vraiment deux points importants. Bien sûr, bon, même si en gros, les fossiles, c'est les 2/3 ou les 3/4 des émissions. Hein, donc, une partie du reste, bon, bien sûr, il y a la forêt, mais l'agriculture est importante. Disons plutôt que l'agriculture, c'est agriculture, alimentation. Hein, c'est assez difficile de dissocier agriculture et alimentation. Voilà. Les procédés industriels et puis une augmentation des puits de carbone, c'est aussi important, bien sûr. Voilà. Donc, ça, ce sont les grandes lignes. Alors, c'est quand même des objectifs, si on s'y réfère,
une feuille de route très ambitieuse, que vous connaissez bien sûr pour disons, des domaines qui vous intéressent directement, transport, production d'énergie, bâtiment. Ce sont des diminutions importantes qui sont visées à horizon 2030. Et vous savez qu'à horizon 2030, là, c'était une feuille de route établie avec moins 40% en 2030. C'est plutôt moins 46% maintenant que l'Europe a elle-même remonté ses objectifs. Mais ce qui est important, c'est que tous ces trois domaines, c'est zéro émission en 2050. Et ce sont les domaines, je crois, dans lesquels vous êtes assez directement concernés. Bien sûr, l'industrie, l'agriculture divisée par deux, voilà. Donc, et puis, ça suppose aussi, bien sûr, une augmentation des puits. Alors, bon, cette stratégie nationale bas carbone, et disons, personne ne s'en cache, y compris, bien sûr, la DGEC. Donc, puisque ça vient, ce transparent vient aussi de la DGEC. Donc voilà, bon, c'est un peu optimiste parce que, disons, bien sûr, on diminue nos émissions, disons, sur le territoire national. On ne diminue pas du tout notre empreinte carbone, hein, c'est-à-dire en tenant compte des importations et des exportations. C'est important à avoir en tête. Hein, même si la stratégie nationale bas carbone est ambitieuse, elle ne l'est pas vraiment en termes d'empreinte carbone. Elle ignore complètement. Hein, c'est important de la voir. Donc, comment partager les meilleures pratiques? Donc, allez, il faut que j'arrête. Ouais, bah, c'est vrai que enfin bon, ouais, j'ai vraiment, parce que tout simplement c'était passionnant et puis très riche. J'ai vraiment été, c'était aussi très prenant d'ailleurs. Donc j'ai été heureux de, vraiment c'était assez extrêmement intéressant et disons de participer à la Convention citoyenne pour le climat. Alors je ne l'ai pas fait en tant que citoyen, mais en tant que membre du comité de gouvernance. Mais disons, c'était vraiment on était effectivement, on allait où? Disons, on pouvait participer, on a participé à tout ce processus. Ça a pris près d'1 an et demi. Voilà, avec ces thématiques, hein, donc, que vous connaissez bien, des propositions. J'imagine que pour certains d'entre vous, il suffit d'aller les voir. Elles sont très riches, très pertinentes, très ambitieuses. Et bien sûr, mon regret, c'est qu'elles n'aient pas été prises en compte de façon. Elles ont été prises en compte de façon extrêmement marginale, disons. Peut-être 20% de ces propositions ont été prises en compte dans la loi climat résilience. Voilà, donc. Et sur ces thématiques qui sont au cœur de notre vie de tous les jours, hein, ça a été redit, hein, disons quand je parle de mobilité, de bâtiments, d'urbanisme, agriculture, alimentation, eh bien c'est vraiment se basant sur ce découpage disons, qui a été mis en place pour les discussions de la Convention citoyenne. Je ne vais pas, voilà, donc sur le bâtiment, vous voyez, je vais pas aller dans les détails parce que bon, on pourra en rediscuter peut-être si vous voulez, mais trois grandes familles, hein, rénovation des bâtiments, hein, voilà, donc la rénovation énergétique, et bien sûr, vous y êtes au cœur, hein, tout le problème de confort d'été est aussi très important. Hein, donc voilà, la consommation d'énergie, évidemment, là aussi. Bon, l'artificialisation des sols, bon, c'est un peu plus loin de vos disciplines, mais voilà les trois grands thèmes. Je vais passer sur les détails, hein, mais je vous invite, si je fais ça, c'est que je vous invite à aller les voir. Hein, franchement, elles sont très riches et très pertinentes. Donc sur tous les domaines, je ne le ferai pas. Voilà. Alors, on m'a demandé aussi, et je vais terminer dans les 5 minutes qui viennent, à mettre un regard sur les nouvelles technologies. Et c'est vrai que, disons, c'est un regard un peu, non pas désabusé, mais effectivement, en tout cas, ça pose question par rapport aux objectifs affichés. Alors, j'ai pris 2 domaines qui posent question, vous le savez très bien, je pense. Donc, j'ai pris 2 domaines. Enfin, en fait, il y a les grands domaines dont on discute, c'est le numérique, hein, l'aérien, les ressources aussi. Et puis, bon, après, en face ça, la possibilité de l'eau technologie, d'économie circulaire, de sobriété. Hein, donc, le premier point, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas dissocier. Enfin, moi, j'ai après 10 ans de conseil économique de CESE, de Conseil économique, social et environnemental, c'est vrai que bon, voilà, donc, mais je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu qu'on ne pouvait pas. Je me suis aussi déjà beaucoup impliqué dans le Grenelle de l'environnement il y a maintenant près d'une quinzaine d'années. On ne peut pas dissocier cette transition écologique. D'abord, bon, ce n'est pas qu'une transition énergétique, climatique, mais c'est vraiment une transition écologique parce qu'il y a d'autres problèmes comme la perte de biodiversité, comme la pollution, les ressources en eau, et tout ça est très lié. Hein, même du point de vue environnemental, déjà, c'est complexe. Mais on ne peut pas la dissocier des aspects sociaux, sociétaux, hein, des aspects création d'emplois,
de l'aspect économique et souvent aussi des aspects culturels. Hein. Vous voyez, j'étais assise hier, j'ai fait une conférence et la veille, donc c'était un congrès plus disons, sur la perception de la nature. Bien sûr, c'était Saint-François d'Assise, hein, sa ville. Et cette perception de la nature, on voit bien, par exemple, que chez les populations autochtones, elles restent très riches. Hein. C'était, par exemple, donc l'aspect culturel est bien là aussi. Hein. Voilà, donc quelques chiffres. Voilà, l'empreinte carbone du numérique mondial, donc des chiffres on peut les discuter parce qu'il y a différentes approches, mais globalement, bon, en termes de gaz à effet de serre, entre 2010 et 2025, ça aura plus que doublé et c'est loin d'être négligeable. On risque d'arriver en 2025 à 5%, 5-6% des émissions en forte croissance. Donc le numérique, c'est pas pointé du doigt, mais il faut connaître ces chiffres hein, quand même, parce que c'est ce qu'on m'a demandé en gros de vous montrer. Donc par exemple sur la 5G, voilà, donc le rapport du Haut Conseil sur le climat est quand même très clair. Voilà, donc c'est quand même pas une bonne chose la 5G. Donc bon, moi je dis clairement, enfin bon, que la 5G pour tous, c'est pas quelque chose. En tout cas, c'est pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Autant la 5G devrait être tout à fait importante pour certains usages, en particulier, tu dirais, presque professionnels, hein, disons. Je ne suis pas du tout contre la 5G, mais voilà, si disons la 5G pour tous, pour faire simplement du streaming, eh bien bon, d'accord, on va le faire. Hein, mais on ira aussi vers 2, 3, 4 degrés. Hein, donc il faut le savoir. Hein, je veux dire, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est clair. Donc c'est le choix. Puis bon, souvent, quid de la 4G, c'est vrai que ce que je dis souvent, et déjà si on avait la 4G un peu disons, active partout, ce serait déjà pas mal. Bon, c'est un peu, là, j'ai repris les chiffres, hein, je ne vais pas les énumérer, c'est ceux du Haut Conseil pour le climat, hein, qui dit ça, disons en tout cas, le risque de la 5G, y compris en France, hein, disons d'une extension de la 5G, on sait que ça se fera, hein, mais il faut dire les choses aussi en face. Hein, disons, ça se fera au dépend de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il n'y a pas... Voilà, donc les crypto-monnaies, hein, donc un article qui m'a beaucoup marqué à l'époque. En gros, si les crypto-monnaies se développent au rythme où il en minage, hein, le minage est très utilisateur d'énergie, eh bien, disons, s'il se développe au rythme où il l'envisage, et c'est ce qui se passe, hein, c'est ce qui se passe, eh bien, le Bitcoin tout seul nous emmène, ou les crypto-monnaies, hein, plutôt que le Bitcoin tout seul, parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin, nous emmène aussi vers 2 degrés. Hein. Donc c'est assez discuté, mais voilà, donc c'est quand même un article paru dans Nature Climate Change. Donc il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais il faut bien, disons, ne serait-ce que les crypto-monnaies toutes seules, c'est loin d'être négligeable. Bon, disons, il y en a un qui l'a bien compris, c'est Elon Musk. Il a commencé à investir dans les crypto-monnaies. Ça a fait monter le Bitcoin. Et 15 jours après, il a dit que c'était pas bien. Il les a revendus. Donc, il a fait fortune. Hein. Donc, non, c'est vrai, hein, c'est la réalité. En disant qu'environnementalement, c'était pas bien. Mais c'était pas bien 15 jours avant non plus. Donc, pouvoir voler en 2050. Hein, donc, voilà, le transport aérien. Donc, ça vient du Shift Project. Hein, donc, voilà, donc on arrive à 6% du forçage radiatif au niveau mondial, hein, si on tient compte de l'ensemble hein, voilà. Les recommandations du Shift Project, hein, vous connaissez peut-être. Donc voilà, donc il y a, en gros, là aussi, disons l'extension du transport aérien, c'est un choix qu'on peut faire économiquement, mais c'est un choix qui se fait aux dépens parce que les nouvelles, disons les nouvelles disons, les nouvelles motorisations sont très loin devant nous et donc il sera trop tard pour disons, lutter efficacement. Il faut le faire, c'est pas ça, mais voilà. Donc on doit se poser des questions là-dessus. En tout cas, moi, je ne porte pas de jugement. J'ai pris l'avion hier, je ne dis pas, mais j'essaye de limiter. Mais voilà, les questions, il faut se les poser. Urgence sanitaire, urgence climatique, eh bien, bon, en gros, c'est vrai que, disons, en France, par exemple, les émissions ont diminué de 6 à 7% entre 2020 et 2019. Donc, il y a bien une réduction des émissions liées au Covid. Alors, les aspects budgétaires, je les ai déjà évoqués, hein, c'est 20 milliards d'euros, 300 milliards d'euros supplémentaires au niveau européen pour réussir cette transition. Et puis, je vais terminer sur un regard sur l'Europe et le reste du monde. Eh bien, ce qu'il y a actuellement, eh bien, voilà, donc rappeler quand même que la Chine, alors ça, ce sont que les émissions de CO2, hein, mais voilà, la Chine est repartie aussi à la hausse, malheureusement, ça c'est jusqu'en 2019.
Et voilà, donc l'Europe est plutôt bonne élève, dans le sens que les émissions ont diminué. Mais je le redis, si on tient compte, je n'ai pas pris le graphe, mais si on tient compte de l'empreinte carbone, c'est loin d'être le cas, y compris pour l'Europe. Voilà, donc voilà, rappeler, c'est vraiment là où nous en sommes actuellement. Voilà, et je vais arrêter là. Donc la neutralité carbone a été adoptée dans les textes par 130 pays, c'est très bien. La Chine en 2060, l'Europe, la France, les États-Unis de Joe Biden. Voilà, il y a encore des pays à la traîne, hein, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, mais disons l'Inde, par exemple. Mais le résultat, quand on dit que neutralité carbone en 2050, il faudrait diminuer de 7% par an, mais on est parti de nouveau à la hausse. Hein, c'est ce que nous dit Fatih Birol, hein, disons de façon très claire. Hein, donc, il nous a dit cela il y a 15 jours, 3 semaines. L'AIE a quand même changé de position, une position très claire. Disons, même si c'est l'agence des énergies fossiles, y compris invité à arrêter l'exploration de nouveaux gisements, c'est absolument, je dirais presque ridicule. On n'en a pas besoin de nouveaux gisements, c'est très clair. Donc il faudrait laisser 90% des combustibles fossiles facilement accessibles là où ils sont, hein, si on veut limiter à 1,5 degré. Et puis on pourra en rediscuter ce qu'on peut attendre de la COP. Merci, donc je laisse. J'espère qu'on a un peu de temps pour les questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je peux m'asseoir. Oui, bien sûr, oui. Donc, place aux questions. S'il y a des questions, remarques, commentaires, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai une question, une remarque. C'est dans le monde, il y a les pays de la zone A5 qui n'ont pas les moyens, les compétences de faire cette transition-là. Donc, on va devoir aussi, dans ce sens, les aider. C'est pour moi un dossier obscur, parce que comment on va pouvoir faire ça ? C'est un dossier obscur, mais qui a été aussi, c'est un dossier obscur, mais qui a été aussi abordé par Antonio Guterres dans sa déclaration il y a une quinzaine de jours. Bien sûr, les pays développés ont, dans le cadre de l'accord de Paris, promis de mettre à disposition à partir de 2021, en fait fin 2020, maintenant, 100 milliards d'euros, réellement à disposition des pays en voie de développement pour les aider à lutter contre le réchauffement climatique ou à s'adapter. Ça, c'est l'accord de Paris, avec l'idée que ça pourrait être moitié-moitié, hein, lutte contre le réchauffement climatique, adaptation. On est loin du compte, hein, enfin pas loin du compte, 80 milliards d'euros, mais c'est beaucoup des prêts, hein, donc bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de dons. Hein. Si on se limite aux vrais dons, on est loin du compte. Et il faut voir que dans l'esprit de l'accord de Paris, cette somme devait être augmentée, être pratiquement, je crois que c'était doublé à l'horizon 2025, plutôt 200 milliards d'euros. Et c'est effectivement essentiel, en particulier pour... Je pense que l'Europe aurait intérêt, beaucoup d'intérêt à se rapprocher de l'Afrique. Hein, donc voilà, et c'est de l'intérêt des pays développés d'aider les pays en voie de développement, à se développer sur un modèle effectivement quand même plus sobre en carbone. On voit bien que l'Afrique pourrait se développer, peut se développer et risque de se développer sur des combustibles fossiles qu'ils ont de façon suffisante, c'est très clair. Donc, les inciter, les aider à se développer et à l'inverse, ils ont un potentiel renouvelable tout à fait très important, disons que je dirais presque sans limite. Donc voilà, quand on regarde le continent africain, c'est un choix. On sait que les démographes nous disent que la population va passer d'1 à 2 milliards d'habitants au cours des 30-40 prochaines années. On voit bien que si ce développement se fait disons, de façon sans volonté d'intégrer la lutte contre le réchauffement climatique. Et il y a un point qui peut aussi nous questionner, c'est que du point de vue... Alors, vous êtes un peu liés, mais disons, il faut voir que, disons, la population, en gros, la population urbaine, il y a 3 milliards d'habitants qui sont dans les métropoles actuellement, ça devrait doubler en 2050, passer à 6 milliards. Et les 3 milliards, la seule construction, donc il y aura, d'après toujours nos démographes, que j'ai tendance à croire, 3 milliards d'habitants, 3 milliards de personnes supplémentaires dans des villes, dans des métropoles en 2050, grosso modo, certains avec beaucoup dans des régions très proches de l'océan. Et la seule construction de ces villes,
si on utilise les matériaux d'aujourd'hui, c'est déjà 1,5 degré de plus. Donc la seule construction, pas du tout la vie de ces villes, les seuls matériaux. Donc il faut bien voir. Donc vous voyez bien la difficulté de la transition. Donc tout cela, effectivement, et si je parle de ça par rapport à votre question, c'est que beaucoup de ces villes, de ces métropoles sont reconstruites dans des pays en voie de développement actuellement. Donc bien sûr. Mais merci beaucoup pour toute la présentation. Moi, j'ai une question assez différente. Bon, je constate dans ta présentation, et c'est vrai aussi d'ailleurs dans ce qu'on entend beaucoup, donc on s'occupe du CO2, donc il y a les objectifs CO2. Et puis pour les autres gaz à effet de serre, alors pour les frigorigènes, on en parlera, donc là, il y a d'autres réglementations. Mais pour le méthane, pour le NO2, bon, j'irais, d'ailleurs, dans ta présentation, c'est simplement, donc on doit diminuer. Oui. Il n'y a pas d'objectif plus précis. Alors, je ne sais pas si tu peux en dire un peu plus, parce que c'est quand même assez bizarre. Ce n'est pas complètement négligeable. Oui, donc le point d'abord, c'est que le GIEC ne se place de faire des recommandations. Donc, il se place, disons, en gros, la Convention climat demande au GIEC, disons, quels seraient disons, regarder des scénarios compatibles avec 1,5 et 2 degrés. Donc, ce sont ces deux scénarios, disons les deux scénarios sobres. On voit bien qu'après, effectivement, dans cette partie du rapport, dans ce premier groupe, on ne regarde que de façon effet de serre, c'est-à-dire il n'y a pas de discussion très importante sur la façon de le faire. Mais au mois de mars, ça sera différent. Disons, donc le deuxième volet sur les conséquences, le troisième volet sur les solutions, il y aura une analyse de ce qui se fait. Donc ça, je pense qu'on peut attendre beaucoup de choses du rapport du troisième groupe qui ne sont pas là. Il y a quand même, je sais que tu les connais, Didier, mais disons, dans le rapport du troisième groupe, du cinquième rapport, il y a des choses très importantes sur la mobilité, sur l'urbanisme, sur tout cela, et donc, y compris sur l'énergie, où tous ces aspects sont très détaillés. Ce qui n'est pas le cas dans ce premier groupe, mais ça, c'est normal. Donc, il faut peut-être attendre ou se référer au cinquième rapport du GIEC, qui est déjà assez riche. Mais il y a quand même, alors maintenant, donc ça, c'est le GIEC. Du côté de la Convention climat, il y a une véritable offensive, en particulier des Américains, parce que, en gros, le CO2, ça les embête un peu, de jouer sur le méthane. Il y a une grande offensive actuellement, y compris dans la COP26, de parler plus de ces composés à courte durée de vie et toutes ces discussions qu'on peut avoir sur la capacité, si on diminue les émissions de méthane, de retarder l'échéance pour le CO2. Mais le problème, c'est qu'à long terme, disons, la stabilisation à long terme à 1,5-2 degrés, si on se place dans le cadre de l'accord de Paris, c'est quand même le CO2 qui joue. Si on regarde le chemin qu'on peut prendre, c'est-à-dire à court terme, si on veut éviter un réchauffement important, il faut jouer de toute façon sur ces composés méthane et disons, en particulier liés à l'agriculture. Aux engrais, c'est 82% des émissions sont liées à l'agriculture pour l'N2O, ce qui n'est loin d'être le cas pour le méthane, beaucoup moins. Donc, bien sûr. Donc, il y a quand même dans les discussions disons, de la COP un réel souci de regarder les éléments autres que le gaz carbonique. Et je pense que ça sera probablement bien discuté à la COP26 à Glasgow. Mais du point de vue scientifique, c'est vrai que là, le rapport du groupe 1 est très, très pauvre et c'est assez logique. Voilà. Bonjour et merci pour la présentation. Une question, donc, il y a des objectifs de neutralité carbone à horizon 2050. Souvent, c'est des objectifs mondiaux, européens, voire nationaux, et on parle souvent des objectifs nationaux. Il y aura toujours des émissions en 2050. On imagine qu'elles sont compensées, enfin, on considère qu'elles sont compensées. Comment sont calculés les puits de carbone à l'échelle d'un pays, sachant qu'une bonne partie des puits de carbone sont probablement des zones qui sont communes à beaucoup de pays, dont les océans? Oui, alors, je vais essayer de me placer sur le plan français. Disons, au niveau de la France, disons, au niveau de la neutralité carbone telle qu'elle est définie dans la loi, disons, si je ne me trompe pas, donc on ne tient compte que des puits sur le territoire national, pas du tout. Donc, et c'est pour cela que, disons que les puits, c'est 35 millions de tonnes de CO2 actuellement, je pense. Alors, je ne sais pas, dans les derniers chiffres, je ne citais pas. Donc, mais si je me trompe un petit peu, donc c'est plutôt 6-7
moins de 10%, 7 à 8% des... Et donc, disons, pour arriver à disons, la neutralité carbone en France, il faudra augmenter, disons, ça correspond à une division par 6. Hein. Avant, on parlait d'une division par 4. Une division par 6 de nos émissions. Et donc, on arriverait plutôt à, disons, en termes d'équivalent CO2, vers 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. C'est plutôt 1 tonne au niveau mondial, hein, la neutralité carbone. On pourra en reparler après, peut-être. Et donc, la loi ne tient pas compte des pluies océaniques. Hein, disons, c'est très clair sur disons, la stratégie nationale bas carbone, et la loi tient compte. Et donc, ça entraîne un objectif d'augmentation de 50% du puits. Hein, vous avez vu dans la stratégie nationale bas carbone, augmentation de 50% du puits continental. On ne peut pas tellement jouer sur le puits océanique. Hein, bon, on peut l'évaluer, c'est très important qu'il soit là, sauf qu'il acidifie l'océan. Donc, mais on ne peut pas tellement jouer dessus de toute façon. Et dans la législation, il n'est pas pris en compte. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis Muriel Ismer, je travaille au sein d'EDF. J'anime tout ce qui est conformité réglementaire liée au domaine de l'environnement. Et je suis aussi animatrice de la fresque du climat au sein d'EDF et à l'extérieur. Donc, je vous rejoins sur le fait que la formation est un des leviers d'action indispensable et qui peut être fait à tous les niveaux, et quel que soit notre niveau social. Je mets juste une autre parenthèse, il y a aussi la fresque du numérique que je conseille à tout le monde de faire, et il y en a plein d'autres. J'avais une question, je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire les presque 4000 pages du premier rapport du GIEC. Je me suis limitée au résumé pour décideurs et au résumé du CITEPA. Je voulais savoir si dans les scénarios du GIEC étaient pris en compte les boucles de rétroaction liées au dégel du permafrost et de l'hydrate de méthane, sachant que j'ai lu, alors je ne me rappelle plus de la source, qu'à partir du moment où le permafrost a commencé à dégeler, il va continuer à dégeler et ça va durer des centaines d'années, voire des milliers d'années, que c'était difficile à modéliser. Merci. Oui, alors non, disons la fonte du permafrost n'est pas spécifiquement prise en compte dans les scénarios, mais elle est prise en compte d'un côté. Par exemple, là je reprends les derniers chiffres du rapport du GIEC. Disons que la fonte du permafrost ajouterait 1/10 de degré au réchauffement. Donc il faut... Donc, je dis souvent que beaucoup de gens parlent de la fonte du permafrost, mettent ça en avant comme quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. En fait, pour se dédouaner du fait que, quand même, les émissions, disons au cours du prochain siècle, ce sera quand même pour 95% nos émissions. Donc, souvent, beaucoup de personnes parlent des autres émissions et tout pour se dédouaner, mais vraiment, c'est nous qui les ont. Donc, voilà, ce n'est pas négligeable, mais disons, en tout cas à l'échéance de ce siècle, alors après ça dépend comment ça évolue, si on a plus 5 degrés, disons, en tout cas si on restait dans des zones raisonnables, en dessous de 3 degrés déjà, et si possible en dessous de 2 et 1,5, disons, ça n'ajoute qu'un dixième de degré. D'accord, merci beaucoup. Pas beaucoup. Et merci de votre implication dans la fresque du climat que bien sûr, je suis citoyenne et maman, et j'aimerais bien être grand-mère aussi si possible. Voilà, merci.